budget, ça veut dire ressources et emploi. Donc, du coup, si on améliore les ressources, naturellement, on aura des emplois beaucoup plus importants. Donc, améliorer les ressources, c'est-à-dire soit améliorer la production industrielle, qui c'est d'améliorer le volume des impôts collectés, soit de façon générale, même rien que la bonne gouvernance que peut amener une monnaie qui est autonome, ça fait qu'on a des meilleures politiques, on a un budget beaucoup plus important, on a une meilleure discipline budgétaire. Je prends un exemple. Oui. Je prendrai un exemple. Est-ce que, par exemple, le Mali a ce qu'ils appellent la Banque de développement de l'habitat? Est-ce que s'ils ont leur propre système monétaire, le trésor malien ne peut pas procéder à l'émission des bons trésors? Où on a vu le Burkina qui a créé la Banque des dépôts de l'État et du trésor, la Banque des dépôts du trésor. Ça veut dire que désormais, au lieu que les ressources des entreprises d'État, et c'est d'ailleurs le reproche qu'on a souvent fait le pouvoir politique de leur pays, elles ont l'influence sur nos dirigeants politiques et surtout au ministère des Finances. Et dès qu'elles ouvrent les portes, elles reçoivent par exemple 20% des dépôts de toutes les grandes entreprises de l'État. Si tu ouvres la porte au Cameroun et qu'on commence à te donner 20% des dépôts de la CNPS, de la Sonara, de la SNH avec ses filiales, Ansoso, etc., toutes ces entreprises d'État-là, si on commence à te déposer 20% de leurs dépôts, ben, tu peux dormir tranquille. Tu peux juste utiliser ça pour faire pour donner des crédits. Donc, tu n'as pas besoin de déployer une vraie politique commerciale agressive pour financer les gens qui apportent les projets. Rechercher, comme on peut voir ici aux États-Unis, où c'est vraiment dur. Les banques se déploient sur les campus pour rechercher les entrepreneurs encore en herbe, pour les suivre, pour que dans 20 ans, ils deviennent des Bill Gates et que ça leur permet d'augmenter leurs dépôts. On ne voit pas ça chez nous. Bon, maintenant, est-ce que si, par exemple, les pays de l'AES mettent en place leur propre système monétaire, dans un pays comme le Mali, la Banque centrale ne peut pas dire, ou la Banque du Burkina ne peut pas dire, bon, moi, à travers la Banque des dépôts du Trésor, nous allons émettre des bons de Trésor et la banque va créditer notre compte dans la Banque des dépôts du Trésor. Et nous allons utiliser cet argent pour financer une politique d'habitat. Donc, qui dit financement de politique d'habitat, dit forcément, surtout si l'habitat qu'on va construire est standardisé et à 80-90%, comme les Rwandais l'ont fait, en matériaux locaux. Donc, ça va faire tourner l'industrie du ciment, du sable, du fer, du gravier, du béton, la main-d'œuvre, bref, tous ces outputs-là. Est-ce que, vu sur cet angle, une combinaison de la politique monétaire et budgétaire ne peut pas être avantageuse pour les pays de l'AES, par exemple, par rapport aux pays de la zone CFA où ce ne serait pas possible? Oui, oui. Et avant ça, j'aimerais dire quelque chose, c'est-à-dire faire une remarque sur quelque chose qui est assez général chez nous, c'est que lorsqu'on pense développement, on pense uniquement à l'État qui va agir. Donc, et je pense qu'il faut, l'AES, par exemple, doit être un peu plus libéral, c'est-à-dire essayer plutôt de créer le cadre pour que le secteur privé prospère. Donc, même s'il y a ces ressources, et en secteur privé, le premier élément du secteur privé qu'il faut faciliter la vie et les aider à se développer, comme je disais tantôt, c'est les banques commerciales. Parce que c'est elles maintenant qui vont permettre de financer la petite industrie qui va remonter à la chaîne et financer les autres pour que, in fine, on ait une économie qui se développe. Parce que tu parles de l'habitat. L'habitat a quel problème en Afrique spécialement, c'est que les capitaux pour construire les bâtiments, ça, il y en a vraiment énormément. Par contre, c'est le cycle de vie de l'habitat qui est problématique parce que du fait du sous-emploi, ça fait que les crédits sont très incertains. Le taux d'impayé, c'est souvent important. C'est pour ça en fait, que les banques d'habitat, ça échoue chez nous. Donc, si on veut penser une politique d'habitat, il ne faut pas juste penser aux capitaux pour construire, mais il faut penser comment avoir une classe moyenne importante pour pouvoir payer la dette mortgage, la dette de l'habitat de façon normale, sans qu'il y ait des échecs qui entraînent justement plus tard de la faillite de la banque. Donc, l'approche... Yannick, est-ce que par exemple sur un pays comme, disons, l'Europe, sur l'Europe là, est-ce que ce serait difficile de trouver 100 000 Maliens qui sont capables, par exemple, quand on construit les logements chez eux, c'est ce qu'ont fait les Rwandais. Ils avaient une forte diaspora en Belgique, en Europe, etc.
Donc, quand ils ont lancé des cycles de construction, par exemple, de 200 000 logements, ces premiers logements, ils les ont vendus d'abord aux gens qui étaient hors de leur pays, en Afrique du Sud, au Moyen-Orient, en Asie, en Europe. Et quand ces gens ont acheté, ça a permis de créer une richesse nationale. Parce que quand même, si tu construis 100 000 logements, franchement, tu crées la richesse nationale, surtout si c'est en matériaux locaux. Parce que les industries vont tourner, la main-d'œuvre vont tourner, les entrepreneurs locaux vont tourner et l'argent vient de l'extérieur. Donc, massivement, ça est en devise, ça équilibre la balance et il y a assez d'argent dans les comptes maintenant. Entre-temps, les travailleurs de ces industries, sur les chantiers, etc., sur un cycle d'une décennie, ça permet rapidement de constituer une classe moyenne. Puisque Aïdjo, du fait qu'il avait lancé la culture du cacao, du café, l'EVA, tout ça, rapidement, ça a permis de faire apparaître une classe moyenne dans notre pays. Bon, ce que les Rwandais ont fait. Est-ce que le Mali, par exemple, quand on regarde la diaspora malienne en Europe, la diaspora burkinabé, la diaspora nigérienne dans les pays du Moyen-Orient, moi j'ai vu leur premier ministre se déplacer en Arabie Saoudite. Il y a près d'1 million de Nigériens en Arabie Saoudite et dans les Émirats arabes qui travaillent, qui ont beaucoup d'argent. En Libye, il y a près d'1 million de Nigériens. Donc, est-ce que ces gens-là, tu as 2 millions de Nigériens parce qu'ils posaient des problèmes de passeport, etc. Est-ce que quand tu as 2 millions de Nigériens, est-ce que, par exemple, quand tu prends le Mali, tu prends le Burkina, est-ce que ces pays-là n'ont pas le potentiel pour répliquer une même politique comme ça, comme on fait le Rwanda, en s'appuyant sur la politique monétaire? Si, la diaspora reste un levier important. La diaspora reste un levier important de développement. Hein. Et c'est justement, comme tu dis, c'est-à-dire ils peuvent justement développer des programmes en s'appuyant sur ces diasporas-là. Donc, ça reste un levier important, non seulement en termes de ressources financières, mais également en termes de ressources intellectuelles. Donc, maintenant, c'est à eux de créer justement un contexte où, par exemple, je pense, où justement les entreprises locales peuvent non seulement faire venir, non seulement demander les capitaux de cette diaspora-là, mais justement les recruter, quitte à ce que, par exemple, l'État paye un supplément de salaire, c'est-à-dire l'État peut les gens leur fait des mises à disposition dans les entreprises privées pour qu'ils puissent apporter le savoir-faire, parce que, in fine, ce qui développe le pays, c'est la matière grise. Donc, quel que soit ce que tu vas faire, que ce soit les transformations, que ce soit l'expertise, donc aujourd'hui, je pense que ça doit être la priorité numéro 2 après la sécurité des pays de l'AES. Donc, après les questions sécuritaires, ils doivent mettre l'accent sur les ressources humaines, comment pouvoir recruter les meilleurs dans leur domaine pour qu'ils puissent apporter le savoir-faire au niveau de l'AES, pour qu'ils puissent justement propulser que ce soit l'agriculture, que ce soit la finance, que ce soit tous les domaines en fait où ils ont des leviers à effectuer. Donc oui, je conviens avec toi justement. Et les pays de l'AES disent qu'ils veulent accélérer l'intégration de leur économie. Alors, comment est-ce qu'un nouveau système peut permettre d'accélérer l'intégration de leur économie? Bon, il parle de construire des infrastructures, de routes, de chemins de fer, d'harmoniser les législations, mais comment est-ce qu'un système monétaire peut leur permettre d'accélérer l'intégration? Le système monétaire, justement, peut accélérer sur la politique monétaire qui permet d'investir à long terme. Ça, c'est le premier levier que le système monétaire peut les aider dessus. Et maintenant, pour la levée des capitaux étrangers, il faut justement un système monétaire qui est stable parce que si je prends l'exemple du Niger récemment, il y a beaucoup de capitaux qui ont été sortis du pays parce que les gens craignaient que ça aille de mal en pire. Donc, avoir un système monétaire stable, ça peut justement flatter des investisseurs pour qu'ils puissent risquer plus d'argent dans le pays. Donc, je pense que si l'AES a la main sur cela, il faudra justement mettre le cadre pour que les choses se passent beaucoup mieux sur le plan de l'investissement. Donc, par la politique monétaire, par la gouvernance, par la promotion de l'investissement privé surtout, parce que j'insiste sur cet aspect, c'est que ce n'est pas l'État qui va développer l'industrie du pays, c'est les privés. Récemment, on a eu un exemple avec l'ancien footballeur qui est reparti au Niger pour construire l'usine. Ça, c'est des choses en fait qu'il faut davantage encourager et leur donner les facilités qu'il faut pour qu'ils puissent prospérer. Donc, ces pays ont ces leviers et maintenant, c'est à eux de savoir c'est quoi leurs priorités, c'est quoi leurs objectifs à court, moyen et long terme. Et également, sur le plan politique, justement, c'est un point aussi qu'il faut devoir, à un moment donné, pouvoir inscrire
la transition dans un projet politique, en fait. Donc, il y a aussi cet aspect qui est très scruté par les opérateurs internationaux pour savoir la stabilité du système politique. Aujourd'hui, on a une équipe qui est bonne, mais elle est là pour combien de temps? Est-ce qu'elle sera toujours là? Donc, ça, c'est des questions justement sur lesquelles il faut essayer d'apporter un certain nombre je peux dire, de réponses. Donc, pour que les gens aient une visibilité à une échéance beaucoup plus longue. Exact. Maintenant, je vais dans on engage la dernière partie de notre échange en te remerciant encore une fois de plus pour ta disponibilité vraiment. Comment la création d'un système monétaire des pays de la Confédération des Alliances des États du Sahel pourrait affecter les régions voisines qui sont dotées de systèmes monétaires établis? Je pense au Nigeria et au Ghana qui ont leur propre système monétaire. Je pense aux pays de la zone CFA, surtout non, de l'UMOA, pardon. Donc, et puis les pays du Maghreb, parce qu'on voit bien l'AES est intercalé entre les pays du Maghreb, où chacun a son propre système monétaire, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Libye. On voit aussi en dessous le Nigeria, qui est quand même un géant, pas de moindre, le Ghana, qui a son CEDI, et on voit les pays de l'UMOA. Donc, si les pays de l'AES créeraient, comment est-ce que, quels sont les impacts que ça aurait? Tu peux les prendre un par un. D'abord le Nigeria, après l'UMOA, après les pays du Maghreb, par exemple. Oui, l'impact d'une monnaie de l'AES sur les pays voisins, déjà pour ceux du franc CFA, bon, connaissant les pesanteurs dans ce système, donc je me demande comment ils vont rapidement s'arrimer à la gestion des flux d'espèces qui vont être dans l'espace frontalier entre ces pays, parce que c'est des pays en fait qui ont beaucoup de flux de ressortissants qui vont et viennent dans les différents pays, Sénégal, Côte d'Ivoire, donc c'est des pays qui ont un trafic très important. Donc maintenant, ça va justement dans des questions où il va falloir justement s'asseoir avec les voisins, établir un cadre d'échange, c'est-à-dire des conventions qui permettent de normaliser les flux. Parce que qu'est-ce qui se passe parfois, c'est que vous pouvez avoir une monnaie, mais dès que vous traversez la frontière, le voisin dit « je ne reconnais pas cette monnaie-là ». Et du coup, votre monnaie, c'est un peu comme quand je quitte du Cameroun pour la France avec les francs CFA. Une fois que je suis en France, c'est des papiers, quoi. Ça ne sert à rien parce qu'il n'y a aucun bureau de change qui te prendrait des francs CFA en France. Donc, il faut justement essayer de voir un cadre pour pouvoir faire ça. Maintenant, d'autres peuvent dire, OK, on va passer par des monnaies tiers. Donc, OK, on va peut-être passer par le Naira dans nos relations avec la Côte d'Ivoire. On peut peut-être passer par le dollar. Donc, c'est à eux justement d'essayer de voir c'est quoi la nature des flux et comment est-ce qu'on peut gérer ça dans la collaboration bancaire. C'est vrai que le FMI a un certain nombre de cadres qui obligent un peu les gens à devoir gérer le change une fois que la monnaie est agréée par le FMI. Donc, une fois qu'on a un code, en fait, une fois que la monnaie est agréée par le FMI, donc, beaucoup de pays ont certaines lois. Mais chez nous, ce qu'on constate, c'est que justement, ces lois-là sont difficilement respectées par les pays, spécifiquement de la CEDEAO, qui ont du mal avec les textes, parce qu'on peut voir que ce soit le cas du Bénin avec la convention avec le Niger, que ce soit le cas des sanctions de la CEDEAO, donc ils ont vraiment des problèmes avec les textes, ce qui va rendre la collaboration un peu plus difficile si les choses n'évoluent pas. Okay. Donc, globalement... par exemple, les pays de l'AOS, ça va le Nigeria. Oui, c'est ce qu'ils entendent tous, c'est que le Niger peut les servir de hub, parce qu'une fois qu'on aura un pesant moins hostile comme celui qui est là maintenant, ou bien s'il évolue dans ses positions, je pense que le Nigeria pourra être un partenaire vraiment important pour l'AES. Parce que si demain le Nigeria commence à investir, par exemple, dans le textile, parce qu'ils sont 200 millions au Nigeria, plus l'AES, donc lorsqu'on regarde tous ces pays-là, ils ont près de 300 millions de consommateurs qui a une taille critique pour pouvoir développer une industrie, par exemple, du textile qui soit assez prospère. Donc, si demain le Nigeria aspire à ces sujets-là, c'est l'opportunité pour le Nigeria d'aller vers les pays de l'AES pour dire, OK, je vais désormais faire du textile chez moi, donc vous serez mes providers, mes fournisseurs de matières premières, et je pense que ça serait également un truc important. Et puis, si on regarde même le marché de l'or, parce que le Nigeria, c'est un géant
mais qui n'est pas encore au top de son potentiel, parce que s'ils se mettent à développer vraiment des marchés importants, que ce soit sur les commodities, de l'or, de coton et tout, je pense que ces pays-là sont des partenaires potentiels et des clients. Donc, si aujourd'hui l'AES doit avoir une monnaie, le Niger pourrait avoir un rôle important à jouer, y compris même sur le plan des ressources humaines, parce que le Niger a une longue expérience de gestion monétaire dont pourraient profiter les pays de l'AES. Donc, en termes de tout ce qu'il y a comme paperasse, les procédures, il y a pas mal de choses que le Niger pourrait apporter à l'AES s'il veut avoir une monnaie, sur le plan administratif, sur le plan technique, sur le plan purement financier. Il y avait les pays du Maghreb, par exemple. Avec les pays du Maghreb où tu as deux grands exportateurs comme l'Algérie, la Libye, qui sont très connectés aux pays de l'AES, mais qui sont aussi deux grands exportateurs de matières premières. Est-ce que ça pourrait être des grands débouchés pour les pays de l'AES? Par exemple, je veux dire, s'ils ont leur propre monnaie, comment la collaboration monétaire peut se passer entre ces pays-là? Oui, en fait, ça pourrait être des débouchés parce que le truc, c'est de savoir se positionner sur des produits dont ils ont besoin. Parce que c'est ce que fait le Maroc vis-à-vis des pays européens. Parce qu'aujourd'hui, le Maroc est en concurrence avec l'Espagne sur des produits agricoles. Donc, lorsqu'on veut vraiment collaborer de façon saine avec des gens et construire des relations durables, il faut essayer de créer le moins de frottement possible, en fait, sur le positionnement économique. Donc, il faut essayer de produire les produits qu'ils n'ont pas, dont ils ont besoin. Comme ça facilite les échanges. Par exemple, si le cas, par exemple, du coton, si demain le Maroc veut avoir une politique industrielle axée sur le textile, parce qu'ils ont commencé par la finance, aujourd'hui, qu'ils se rendent compte qu'ils sont assis sur le plan financier, on a au moins 5 banques marocaines qui sont dans au moins 30 pays d'Afrique. Donc, le Maroc aujourd'hui a une stratégie financière bien établie. Attijari Wafa, Bank of Africa, donc il y a pas mal de banques qui ont vraiment occupé le marché africain. Donc, demain, ils veulent progresser vers autre chose. Ils veulent progresser vers l'industrie automobile, ils veulent progresser vers d'autres segments de l'industrie. Donc, c'est aussi à l'AES de dire, OK, nous pensons qu'on peut évoluer vers le textile. Parce qu'aujourd'hui, si l'Afrique a 1 milliard de personnes, 1,4 milliard de personnes, et c'est un peu aberrant qu'on continue d'aller importer tous nos vêtements de l'Asie. Aujourd'hui, l'Afrique a un marché important en termes de textile, mais qui n'est pas encore occupé ni par le Nigeria, ni par personne. Tout le monde va importer de l'Asie. Pourtant, c'est des choses assez basiques. On a les matières premières. Oui, mais ce n'est pas la volonté politique. Moi, j'ai vu les Burkinabés construire, le président burkinabé poser la première pierre à la construction de 3 usines. Le président malien a déjà, je prends un exemple. Au Mali, le Mali a réalisé un investissement de 20 milliards qui fait la filature, la transformation du tissu et la confection de toutes les forces armées maliennes, c'est-à-dire la police, la gendarmerie, l'armée, etc., etc. Et rien que ça, je ne te dis pas combien de milliards de devises ils ont économisé, parce que c'était les choses qu'ils importaient d'abord d'Asie. Et ça marche tellement bien qu'aujourd'hui, ils commencent à gagner des marchés dans des pays à côté comme la Guinée, où c'est eux qui habillent les hommes en tenue en Guinée. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une question de volonté politique là-dedans? Oui, il y a une grosse volonté politique. Justement, aujourd'hui... Parce que moi, je veux pas te... Il y a quelque chose qui, moi, m'écoeure souvent. Tu vois, moi, je vois des choses ici aux États-Unis. C'est d'ailleurs pour ça que il faudrait bien, je te remercie d'être venu, parce qu'il faut vraiment qu'on sensibilise nos frères. Et prochainement, on va pouvoir, avec l'acquisition du matériel, on va pouvoir faire du outdoor. C'est-à-dire que tu vas dans une zone industrielle ici. Moi, je vois, il y a une ville ici, la Menominifal. Tu vois comment, avec les fonds de la COP 21, là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de construire une zone industrielle en disant, bon, voilà, on va faire une zone industrielle qui fait moins d'émissions de CO2, dont les bâtiments, la production d'énergie avec le renouvelable. Ils ont construit toute une centrale de 200 mégawatts avec des panneaux solaires de la dernière génération qui fonctionnent aussi bien quand il fait soleil, même que quand on est en hiver. Ils ont conçu des bâtiments vraiment modernes avec une étanchéité qui permet de... etc., etc., etc. Une fois qu'ils ont conçu les bâtiments, donc moi, j'étais passé par là pour voir, j'ai dit, mais dis donc, avec près de 200 bâtiments, comment ils vont faire? Mais quand les bâtiments sont déjà construits, tu vois que ça se remplit très vite, quoi. En un temps record, ça se remplit. Les industriels viennent s'installer. Bon, toi et moi, nous sommes par exemple Camerounais.
Parce que laissons même la Côte d'Ivoire, c'est chez les Ivoiriens. Nous sommes Camerounais. Je n'ai pas vu ces 25 dernières années, c'est-à-dire de l'an 2000 à aujourd'hui, une zone industrielle qu'on a construite au Cameroun et qu'on a inaugurée. À l'intérieur, je laisse même les villes côtières. Hein? Non, sur le papier, tu en as, tu as la Marzi, tu as la zone industrielle de Kribi, tu as sur le papier, tu as... Chez nous, on a une certaine excellence sur le papier. La Marzi, par exemple, à Douala, à Bonaberi et à Bassa, mais la Marzi, toi-même, tu es dans les herbes pour chercher encore le terrain aujourd'hui. C'est ce qu'il s'est apporté sur le papier. On a des choses, mais concrètement, on n'a jamais réalisé, en fait. Donc, on a cette difficulté à devoir concrétiser ce qu'on a pensé, ce qu'on a... Et en fait, c'est une activité qu'on adore bien chez nous, en fait, l'activité de la pensée. On pense, une fois qu'on a fini de penser, on recommence à penser. C'est-à-dire, je prends le cas, on a eu la SND 30, la Stratégie nationale de développement 2030. Elle est sortie vers 2019. En 2023, il n'y a aucun bilan des avancées, il y a tout, mais on est déjà dans un second plan. Et la SND faisait suite à la DSCE, qui lui-même n'a jamais eu de bilan. Donc, chez nous, on est très fort dans la rédaction des textes, mais ni l'application, ni l'implémentation des projets, cette partie-là, il ne faut pas chercher. Donc, sur le papier, on a des zones. Si tu demandes au gouvernement, ils vont te dire non, on a des zones économiques, mais dis-leur, allons physiquement nous montrer où est-ce que c'est. C'est là où on va dire non, ben tiens, on va le faire. Donc, il y a ce côté justement du sérieux des dirigeants qui doit justement faire la différence avec les gens de l'AES, c'est qu'eux, au moins, ils sont dans du concret. Ce que les civils n'ont pas pu faire pendant 10 ans, ils l'ont fait en Vraiment. 2 années. Eux, ils l'ont fait en si peu de temps. Ils sont dans du concret. Exact. Ils décident vite et ils décident vraiment, ouais, sans, comme on dit, ils décident sans que la main tremble, quoi. Exactement. Et ils implémentent parce que c'est plus ça, en fait. On a décidé, OK, maintenant, la mise en œuvre effective, ça, c'est un côté où il faut encore faire beaucoup d'efforts chez nous, au Cameroun, par exemple. Mais si on revient sur le textile, tu vois, tu as pris un exemple vraiment important qu'il devrait également davantage axer dessus. C'est-à-dire, aujourd'hui, dans le textile, pour les militaires, ça, c'est un marché qui est ouvert et c'est aussi un domaine de collaboration avec des pays comme l'Algérie, qui a une masse énorme de militaires, comme le Maroc, comme tous les pays, en fait. Aujourd'hui, l'AES a des axes de développement parce qu'une fois qu'ils ont des sujets militaires, il faudrait justement qu'ils profitent de leurs partenaires militaires pour justement développer une industrie militaire et pouvoir justement revendre l'expertise à travers l'Afrique. Donc, lorsqu'on parle même de la monnaie, l'industrie militaire, c'est un des plus gros secteurs industriels dans le monde, c'est-à-dire aujourd'hui en France, je crois que c'est c'est le deuxième ou troisième produit le plus exporté, c'est l'armement. Donc, les produits de la sécurité, c'est aussi un secteur économique assez intéressant à explorer par l'AES, non seulement pour limiter les coûts d'importation, mais également pour générer des exportations, parce qu'aujourd'hui, ils peuvent se prétendre avoir une certaine expertise dans l'outil militaire, parce qu'ils ont la chance de pouvoir tester plein d'armes, de pouvoir faire leurs propres armes et les essayer. Donc, aujourd'hui, ils ont de l'expertise en train de développer. Et qu'il faut justement qu'ils pensent à ce côté économique. Donc, comment profiter de la difficulté qu'on a pour développer une industrie réelle militaire pour pouvoir revendre au niveau de l'Afrique. Exact. Maintenant, je prends rapidement les questions et puis on sort en te remerciant encore vraiment d'être venu.